J'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle. Si je vous dis La planète des singes, il y a de fortes chances pour que vous ayez une image en tête, c'est celle du twist final du film de 68. L'astronaute George Taylor, joué par le si marquant Charlton Heston, à genoux devant le reste de la Statue de la Liberté, comprenant que cet enfer où les singes dominent les humains n'est autre que la Terre dans des milliers d'années après une guerre nucléaire. C'est ce twist qui donne au film une autre dimension, une autre saveur qu'un simple divertissement, c'est aussi un message sur la guerre froide et les risques de guerre nucléaire, et putain, ça a jamais été autant d'actualité. C'est beau, c'est magistral, et maintenant c'est plus vraiment un twist vu que c'est carrément sur les affiches des films. C'est con parce que justement ça rend très difficile une découverte neutre. Mais bon, si vous êtes là, c'est pour qu'on compare ensemble, mais surtout moi, le livre avec le film. Cependant, il y a évidemment le film de 68, lequel a 4 autres suites qui sont des scénarios originaux, donc rien à voir avec le livre. Il y a aussi la version de Tim Burton de 2001, on verra à quel point elle est plus ou moins proche du livre. Puis la trilogie de 2011, qui est une préquelle, donc qui se focus sur comment les singes ont dominé la Terre, et bien sûr le film de 2024, qui continue dans cette même prélogie, dont d'ailleurs le prochain opus pourrait tout à fait être un astronaute qui débarque sur la planète dominée par les singes, et donc être une adaptation du livre de Pierre Boulle. La préquelle rejoint le livre. C'est possible. Il y a aussi une série, mais ça je l'ai jamais vue. Série diffusée de 73 à 74 sur CBS, qui met en scène cette fois-ci 2 astronautes, Virden et Burke, dans une sorte de western des singes. La série est limite un produit dérivé, avec les mêmes singes, les mêmes vêtements, supervisé par le même scénariste, Rob Sterling, mais elle s'arrête après 14 épisodes en raison d'incohérences et de répétitions. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que je vais pas trop en parler. Oui, je le jette, putain, c'est de la merde. Et pour rester dans ce qui se fait de pire, il faut quand même que je vous parle de la série L'Armée des singes, la contrefaçon japonaise très librement adaptée, sortie en un seul long métrage coupé à la disqueuse aux États-Unis. Là on est dans le kitsch, le vrai, le sale. Mais mon Dieu, c'est délicieusement horrible à regarder. Donc, on va comparer le livre avec seulement 2 films, La planète des singes de 1968 et La planète des singes de 2001. La planète des singes vient à la base du livre éponyme de Pierre Boulle écrit en 1963, et c'est à lui aussi que l'on doit Le pont de la rivière Kwai, donc 2 très grosses œuvres majeures. Pierre Boulle était très prolifique au niveau des bouquins, il y en a 2 qui sont passés à la postérité, et le reste a été un petit peu oublié. Mais de la science-fiction française qui atteint ce niveau de culte, c'est pas tous les jours. Précisons tout de même que le livre La planète des singes, je ne dirais pas qu'il a été inspiré, mais trouve pas mal de similarités avec un autre livre, Le règne du gorille de Leon Sprague de Caen et Schuller-Miller, publié aux États-Unis en 1941 et traduit en français en 1951, soit 12 ans avant la version de Pierre Boulle, et qui raconte l'histoire de passagers qui s'endorment dans un autocar et se réveillent des millions d'années plus tard dans un monde dirigé par des gorilles. Ouais, c'est quand même assez proche, monsieur Boulle. Bon, lui a toujours dit qu'il avait eu l'idée de la planète des singes dans un zoo, en se posant la question si lui était dans la cage et si c'était le singe le gardien. Après, des coïncidences existent. Alors est-ce que le livre est mieux que le film ? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Dans le livre, on commence dans l'espace, on suit un couple de cosmonautes qui voguent à travers les étoiles à l'aide d'une voile solaire. Ils découvrent une bouteille à la mer, à l'espace, il y a pas mal de métaphores marines. Bouteille dans laquelle se trouve un long récit, et c'est ce récit raconté par un certain Ulysse qui raconte l'histoire du livre. Nous sommes donc en 2500, l'humanité a colonisé son système solaire, et une équipe de 3 astronautes français entreprennent de faire un voyage jusqu'à Betelgeuse, à 300 années-lumière de la Terre. 427 années-lumière aux dernières estimations, pas tombé loin. Voyage dans le but de trouver une planète sœur de la Terre. L'équipe est constituée du professeur Antel, qui a financé et produit le vaisseau tout seul, fait un peu Trifon tournesol, mais bon, on est en 2500, d'un journaliste de formation qui sera justement le fameux narrateur, Ulysse Mérou, d'Arthur Levin, un scientifique, qui est pas très important, et enfin un chimpanzé nommé Hector, un chimpanzé normal. On va garder ces infos de côté, parce que dans la version du film de 68, c'est une équipe américaine qui part pour Orion en 1972, le film date de 68, très ambitieux, sous la direction d'un certain professeur Hasline qui restait sur Terre, avec à bord George Taylor, le capitaine et héros de l'histoire, joué par Charlton Heston, London, qui est pas important, et de Dodge, et le chimpanzé a été remplacé par une femme qui meurt en premier, parce que le vaisseau s'est mal posé. Et une petite précision quand même, le vaisseau est parti un 14 juillet. Voilà, c'est le petit clin d'œil au livre original, puisque c'était des Français. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?
De l'autre côté, dans la version de Tim Burton, en 2029, une station spatiale est confrontée à un nuage temporel. Ils envoient un singe nommé Périclès, et c'est Leo Davidson, joué par Mark Wahlberg, qui va tenter de le chercher et tombe sur la planète des singes. Voilà, donc l'idée est là, mais quand même. Alors dans le livre, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est toute la précision que Pierre Boulle apporte aux lois de la relativité, la dilatation du temps que peut faire le vaisseau, les distances de freinage, etc. Franchement, c'est remarquable pour un livre de 63. Donc dans le livre, ils arrivent tranquillement à se poser. Ils vont piquer une tête dans un lac, ça on le retrouve dans le film de 68. Ça me tue parce que je comprends pas comment après autant de précision scientifique on peut avoir des personnages aussi cons. Tu vas piquer une tête dans une planète que tu connais même pas, il y a tellement de trucs qui pourraient mal se passer. Donc voici une liste non exhaustive. Voilà. Ils se font voler leurs vêtements par des humains qu'ils découvrent dépourvus de paroles, animalisés et surtout tout nus. Dans les deux films, les humains sont habillés, donc évidemment c'est Hollywood, on devait s'y attendre. Sinon, dans le livre, Pierre Boulle nous précise très clairement que les humains sont incapables de parler. C'est respecté dans le film de 68, mais dans la version de Tim Burton, les humains parlent. Et ils parlent la même langue que les singes. Alors, là-dessus, je sais pas si on pourrait y voir non pas une critique de l'anthropocentrisme, mais peut-être plutôt une critique de l'esclavage. Après tout, la planète des singes est un support de critique sociale. Donc, pourquoi pas. Donc dans le livre, les humains sont terrifiés par Hector le chimpanzé, et une femme va même l'étrangler direct. Ulysse va la nommer Nova. Et oui, c'est la fameuse Nova. Nova qui est jouée par Linda Harrison dans la version de 68, et qui est très fidèle à la Nova du livre, sauf que, évidemment, dans le livre, Elle était à poil. elle fera d'ailleurs un caméo dans la version de 2001, tout comme Charlton Heston, voilà, ça, c'est pour la petite anecdote. Et dans la version de Tim Burton, vous savez qui est Nova ? Alors vous allez me dire, c'est évident, c'est la blonde là, celle qui est jouée par Estella Warren. Non, ça c'est Dinah. Nova, c'est elle. C'est la guenon michto qui traîne avec Laurent Houtan. Sérieux Tim, tu l'as lu le livre ? D'ailleurs, toujours au sujet de Nova, le livre ajoute quand même beaucoup sur son côté extrêmement cringe de ne pas percevoir d'émotion sur son visage. Un jour, pourtant après plusieurs semaines, je ressentis une sorte de nausée. Était-ce le reflet dans la prunelle de Nova qui m'avait paru, cette nuit-là, particulièrement inexpressif ? Et vous vous souvenez, dans la version de 68, elle est aussi capturée par les singes, ça c'est comme dans le livre. D'ailleurs, pendant leur capture, Ulysse est séparé du professeur Antel. Dans la version de 68, Charlton Heston est séparé de London. Je rappelle que le professeur Aslan est resté sur Terre. Et Dodge se fait tuer, et c'est d'ailleurs lui qui se fera taxidermer. Oui, ça c'est une scène qui a été rajoutée pour le film. Charlton Heston se trouve dans un musée de sciences naturelles et découvre son ami taxidermé. Cette scène, je l'avais vue quand j'étais un petit peu trop jeune, ça m'avait terrifié, cette scène. Et même encore, elle me met mal à l'aise. Donc la critique de l'anthropocentrisme, elle est efficace. Oh oui. Dans le livre, c'est Arthur Levin qui se fait tuer, et dans la version de 2001, il y a aussi une chasse par les singes, Mais Leo Davidson, lui, il est tout seul. On retrouve donc nos deux héros, Ulysse et Nova, capturés et mis en cage dans une sorte d'institut de recherche. Ils sont dans la même cage pour les faire se reproduire. Et là, Ulysse, il est très clair. Ces démons voulaient étudier sur nous les pratiques amoureuses des hommes, les méthodes d'approche du mâle et de la femelle, les façons qu'ils ont de s'accoupler, et je fis le serment de mourir plutôt que de me prêter à ces manœuvres dégradantes. Ah, pas de ça chez nous, il n'y a aucun moment dans le livre il dit avoir fait des choses avec Nova. Sauf que quelques chapitres plus tard, on apprend que Nova est enceinte. Ah ! Et il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que ce soit lui le père. Ça, c'est un peu typique de l'hypocrisie des années 60. On ne dit pas ces choses-là. Mais on les fait quand même. Ulysse, il a une morale... Bon, à côté de ça, il faut le dire quand même, ça reste un héros assez modeste sur sa propre personne. Et ça, c'est plutôt bien. Oui, moi, un des rois de la création, je commençais à tourner en cercle autour de ma belle. Moi, l'ultime chef-d'œuvre d'une évolution millénaire, devant tous ces singes assemblés qui m'observaient avec avidité. Moi, Ulysse Mérou, moi, un homme créé à l'image de la divinité, je me rebiffais avec énergie. Ça va le melon, Mérou ? On ne dérange pas ? Vous vous foutez de moi, là? Et pendant leur captivité, ce sera l'occasion d'en savoir plus sur la civilisation des singes. Et ça, c'est un vrai plus dans le livre, contrairement aux deux films, Pierre Boulle prend vraiment le temps de nous décrire la société des singes. Les singes ne sont pas divisés en nations. La planète entière est administrée par un conseil de ministres, à la tête duquel est placé un triumvirat comprenant un gorille, un orang-outan et un chimpanzé.
À côté de ce gouvernement, il existe un parlement composé de 3 chambres, la chambre des gorilles, celle des orang-outans, celle des chimpanzés, chacune de ces assemblées veillant aux intérêts des siens. Ce qui, pour le coup, représente une vraie alter-société qui marche bien, et Pierre Boulle est assez prudent pour se garder de juger ce système par rapport au nôtre. Ici, c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Et je note aussi qu'il ne parle à aucun moment d'hybride entre différentes races de singes. On doit donc comprendre que ce sont véritablement des races différentes, comme de la réalité d'ailleurs. Mais il y a un truc dans le livre qui est vraiment mieux, la langue. Déjà, les singes ne parlent pas le français comme Ulysse. Ils parlent une langue dont on ne sait rien, mais qui est différente de toutes les langues terrestres, qu'on appellera le sororien, du nom de Soror, nom que donne Ulysse à cette planète, Soror qui vient de sœur, comme sœur de la Terre. Ulysse va parler en français dans sa cage, mais voilà, pour eux ça veut rien dire, et puis c'est un homme, c'est au mieux une curiosité, ce qui d'ailleurs me semble plus crédible. Et c'est Ulysse qui va devoir petit à petit, en essayant de comprendre les singes, apprendre de lui-même quelques mots, et c'est là qu'il va créer une relation avec une chimpanzé scientifique nommée Zira. La fameuse Zira avec son mari Cornelius, qui représente les 2 personnages les plus éclairés de cet univers, et qui est présente également dans la version de Burton, mais là elle s'appelle Harry, et il n'y a pas Cornelius, parce que Burton n'a pas lu le livre. Finalement, Ulysse va pouvoir sortir de sa cage pour être étudié par Zira, et une relation va se créer d'égal à égal, quasiment. Après, c'est assez proche du film de 68. Sauf que, je sais pas si vous vous souvenez, la ville des singes, c'est un peu un mélange du décor des pierres à feu avec quelques éléments technologiques comme la photo et les fusils. Bon, moi personnellement je trouve pas le décor très crédible. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais la pierre mal taillée comme ça, parce que tu comprends c'est des singes... ouais. Et dans la version de 2001, les singes sont carrément au Moyen-Âge, parce que Burton n'a pas lu le livre. Dans le livre, ils sont tout à fait modernes. Ils ont des grandes villes, des voitures, l'électricité, des avions... En plus, d'ailleurs, dans le livre, on voyage. Ulysse prend l'avion, la voiture, on sent que le monde est vaste, on se contente pas du tout à un village. En fait, c'est exactement la société occidentale des années 60, mais avec des singes. Avec quelques particularités malgré tout. Ce qui me frappa le plus, ce fut la façon dont les piétons traversaient les voies. Il n'y avait pas pour eux de passage clouté, mais des chemins aériens constitués par un treillis métallique à large maille auquel ils s'accrochaient de leurs 4 mains. À partir du moment où Ulysse va pouvoir parler le sororien couramment, il va devenir une superstar planétaire. Il va d'ailleurs réussir à retrouver Antel dans un zoo qui a perdu toute humanité. Cette scène, on la retrouve plus ou moins dans le film de 68, avec Charlton Heston qui retrouve London, mais qui a été lobotomisé. Ça, on nous le dit dans le livre aussi, ils font des expériences sur les humains. Mais pour Antel, c'est plus abstrait. Il a perdu son humanité comme ça. Comme l'expression, il a perdu la raison. Il n'y a pas plus d'explication que ça. C'est tout. Ulysse va finalement passer au conseil du gouvernement des singes. On retrouve un peu cette scène dans le film de 68 avec les 3 singes, vous savez le fameux triumvirat avec la référence aux 3 singes de la sagesse. Vous avez celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas, celui qui n'écoute pas, lesquels d'ailleurs viennent des entretiens de Confucius, écrits en 479 avant Jésus-Christ et qui représentent le contraire de la bienséance. Voilà, comme ça vous pourrez le ressortir à un dîner, c'est cadeau. Sauf que dans le livre, on nous décrit une salle de près de 5000 singes. C'est un conseil planétaire, donc on est très loin des 4 pelés du film. Le verdict rend Ulysse libre, et il a quasiment les mêmes droits qu'un singe. Et là-dessus, Cornelius va proposer à Ulysse de visiter un site archéologique très particulier, qui remonte à plus de 6000 ans. Un site qui a révélé une poupée humaine avec un haut-parleur vocal, comme on en faisait dans les années 60. Donc il y a effectivement eu une civilisation humaine. Et pour le coup, le livre ne s'arrête pas à cette révélation, parce qu'en fait les singes tentent depuis longtemps par des expériences médicales de raviver l'esprit humain. C'est évidemment un programme secret, mais disons que le gouvernement sait qu'une civilisation humaine a existé. Le génial Elius a réussi à réveiller en elle non pas seulement la mémoire individuelle, mais la mémoire de l'espèce. Ce sont les souvenirs d'une très lointaine lignée d'ancêtres qui renaissent dans son langage sous l'excitation électrique. Et oui, ça ressemble un petit peu à l'Animus dans Assassin's Creed. Un peu. De son côté, grâce à sa relation avec Ulysse, Nova va pouvoir commencer à articuler quelques mots. Et là, pour le coup, c'est radicalement différent du film de 68. Quant à leur fils, qui finit par naître, lui aussi peut parler.
Une autre différence notable avec les films, le reste du vaisseau d'Ulysse se trouve en orbite autour de Soror. Et on va suivre nos héros qui vont remplacer des humains animaux dans une fusée pour un vol test lancé justement par les singes. Et oui, souvenez-vous, les singes ont la techno des années 60. Les humains qui prennent la place des singes, c'est évidemment un clin d'œil à Han, premier singe à être envoyé dans l'espace en 1961 par les Américains, et qui, contrairement à Laika, la chaîne soviétique, lui, il est revenu vivant. Et c'est à ce moment qu'Ulysse dit au revoir à Zira. Vous savez cette scène un peu étrange dans les deux films où le héros embrasse la guenon? Eh ben, elle est aussi dans le livre, mais plus sobre. Ah, qu'importe cette horrible enveloppe matérielle, c'est son âme qui communie avec la mienne. Je ferme les yeux pour ne pas voir ce faciès grotesque. Nous allons nous embrasser comme deux amants, quand elle a un sursaut instinctif et me repousse avec violence. Mon chéri, je ne peux pas. Tu es vraiment trop affreux. Donc voilà, dans les films on a voulu mettre en avant que l'amour est purement intellectuel, mais dans le livre, Zira nous dit « bah non ». Bon, moi perso, ce qui me choque, et Cornelius dans tout ça. Donc Ulysse récupère son vaisseau, file sur Terre, il voit Paris, on est vraiment sur Terre, il y a la Tour Eiffel, il atterrit dans Paris, près d'un aéroport, et ce sont des singes qui viennent l'accueillir. Et c'est ça le twist du livre, Soror n'est donc pas la Terre, mais il y a cette scène qui pour moi est plutôt absurde. Scène que l'on voit justement dans le film de 2001, que tout le monde a pris pour un délire de Burton, mais non, c'est comme ça que finit le récit original. Et je dis bien le récit, car souvenez-vous, la majorité de l'histoire est le récit lu par les astronautes, que l'on découvre être des singes. C'est plus la planète des singes, c'est l'univers des singes. Alors, que penser du livre? Bon, déjà, on va pas se mentir, même l'adaptation la plus fidèle, celle de 1968, est assez différente, même si ça respecte la trame. Le livre est plus une expérience de pensée, il nous pousse à nous mettre à la place des animaux, et c'est clairement une critique de l'anthropocentrisme. Même si la fin est pour moi un peu gâchée, à partir du moment où Ulysse est une superstar mondiale et que Nova commence à parler, on sait plus trop vers quoi le récit veut aller, et Pierre Boulle nous donne finalement cette fin un peu absurde, la Terre, avec Paris, donc la même histoire, mais avec des singes. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai vraiment eu peur qu'il nous fasse le coup de « tout ça n'était qu'un rêve ». Bon, heureusement, c'est pas le cas. Au final, est-ce que le livre est mieux? Oui. Malgré la fin, il est mieux. Parce qu'au final, chaque œuvre que je viens de citer a son message à faire passer. Mais le livre, grâce à son média, prend le temps de nous faire ressentir l'étrangeté dans un univers riche et vaste. Mais cette fin du film de 68, ce plan où la dure vérité se dévoile dans un travelling silencieux, derrière cette immense ruine, symbole de tout ce que les hommes ont perdu, la liberté, la foi, la grandeur. Parfait.